Bonjour à tous et bienvenue dans cette 7e semaine de LCS, le pré-show, en compagnie de Ellie et de Chips. Comment ça va, messieurs? Ça va très bien, Noah. Bonjour à tous, bienvenue sur Gaming et semaine 7. On est impatient, il y a des beaux matchs. Ouais, des beaux matchs et puis pas mal de nouveaux contenus puisqu'on change de patch, si je me trompe pas, Noah. Et je crois qu'on a beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Effectivement, on va passer sur le patch 8.4 pour l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc énormément de changements de champions, énormément de changements d'objets. Donc ça va énormément impacter un petit peu le jeu, sachant que cette semaine en Corée on était encore sur le 8.3, donc il y a beaucoup de choses à venir. Donc on va avoir le temps de faire le récap, mais avant, eh bien, regardons ce qui s'est passé au niveau du tableau des scores. Voilà que s'est passé la semaine dernière avec un seul premier en fait. Fnatic qui s'est imposé donc dans son match contre G2. On reviendra sur le match qui était un peu notre match de la semaine parce que c'était les deux premiers plus gagnants historiques de l'Europe. G2 en deuxième position forcément après sa défaite. Vitality qui était à 7-1, qui est maintenant sur une 4e défaite consécutive. Donc un Vitality inquiétant. Giants et Splyce et Misfit même dans le ventre mou. Un coup c'est bien, un coup ça allait beaucoup moins, ça manque énormément de stabilité. Donc est-ce que c'est le format BO1? Est-ce que ce sont les équipes? C'est encore une question que je me pose. Ouais, l'Europe la semaine passée était vraiment intéressante. Là, on peut voir, comme tu l'as dit, en tête ça se détache, mais on sent que Fnatic et G2 sont des équipes, qui de toute façon seront sans doute dans le dernier carré de CLCS Europe. Je les vois bien finir aux 2 premières positions. Honnêtement, ces deux équipes, maintenant laquelle sera devant, il faut voir, mais elles commencent à avoir de l'avance par rapport aux autres. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est la course pour les playoffs, qui est loin d'être arrêté, si ce n'est encore une fois Fnatic et G2. Pour tout le reste, même UL et H2K ont quand même un petit shot. Ils ont quelque chose à tenter dans CLCS Europe, mais la course au playoff qui est extrêmement âpre, et notamment dans le milieu de tableau. À partir de Vitality qui est du coup en forte baisse en termes de performance, Giants, Splice, Misfits, Rocat, Schalke, ça joue vraiment à rien. Et encore une fois, H2K et UL sont pas loin. Il y a du mieux, surtout qu'il y a une grosse amélioration effectivement pour les performances de H2K et UL. H2K qui va beaucoup mieux depuis que Chouk et Selfie sont arrivés. Ça arrive à prendre des victoires même à des grosses équipes. UL, on sent aussi qu'il y a une solidification. C'est pas encore suffisant, je pense, pour venir chercher le numéro 1 et le numéro 2. Mais pour le coup, ça vient mettre en péril le milieu de tableau, notamment Vitality qui se fait bouffer des matchs par des petites équipes, et ça coûte très très cher. Sachant qu'il reste 2 semaines après celle-là. Donc il reste 4 matchs par équipe à la fin de cette semaine. En 4 matchs, si tu es trop derrière, tu ne remontes pas dans la compétition. Ouais, c'est vrai, honnêtement ça va vite et ça fait plaisir à voir puisque pour eux et les H2K par exemple, c'était 2 équipes sur lesquelles on se disait le mercato était difficile, c'est une équipe dans laquelle les joueurs n'ont pas forcément le talent adéquat. Qu'est-ce qui va se passer, notamment pour H2K qui était un peu sur la pente descendante, même en tant que structure e-sportive sur la scène du League of Legends au sens large. Là ça roule bien, on a vu de très bonnes choses, notamment Xerxes m'a énormément impressionné sur cette semaine. Après il y a encore les petits travers qu'on connaît, je pense à Exilé qui encore meurt beaucoup, etc. Mais ça bouge beaucoup et avec ce nouveau patch, une fois de plus, on va arriver dans un League of Legends qui va être remis à frais, remis à neuf, entre guillemets, et qui peut être un bon terrain pour s'exprimer pour ces équipes. Et du coup, tu parlais de Cold du coup dans la jungle. Oui, de Cold, pardon. Cold, c'est vrai qui a surpris, je pense, beaucoup de monde récemment par ses performances. C'était un peu un OTP Gragas en termes d'efficacité par le passé. Vraiment un peu pour caricaturer, mais pas tant que ça non plus. Il était vraiment très bon sur ce champion, mais on sent du mieux. Et donc cette semaine va être super intéressante. Comme tu l'as dit, Noah, il reste 6 matchs en fait pour toutes les équipes. Donc il faut vraiment prendre ce chiffre en tête, et c'est pour ça que G2 et Fnatic. D'ailleurs, Fnatic est qualifié, comme ils sont à 9 victoires. Eux, ils sont en play-off. Pour G2, il manque une victoire. C'est à 9, à partir de 9 victoires, tu es certain d'être qualifié en play-off, que ce soit à la première ou à la 6e place. Après, effectivement, des places, comme toujours, des places 4 à 6, c'est pas déterminant. C'est une question de seeding, mais vu que le niveau se rapproche énormément, c'est pas non plus, c'est du BO5, il y a beaucoup de choses qui changent. Par contre, les numéros 1 et les numéros 2 sont directement qualifiés en demi-finale. Donc là, tu as un BO5 en moins à faire, ce qui est extrêmement important. C'est moins décisif qu'en Corée, où là, être premier te fait juste participer à la finale et terminer. Mais voilà. Mais je pense que de toute façon, Fnatic et G2 devraient s'en sortir. Non, ce qui fait un peu
je sais pas si c'est rire, parce que c'est pas le cas, mais peut-être sourire ou jaser, c'est effectivement Vitality, où ça fait 3 ou 4 semaines, on se dit, ils sont à 2 victoires des playoffs, et ils ont toujours pas scoré une game. Bah, la situation est un peu terrible pour eux, et je les voyais pas sécher à ce point. Maintenant, il y a un nouveau patch. C'est aussi un changement de patch qui les avait mis dans le dur. Donc, nouveau patch, tout le monde repart entre guillemets de 0. Donc peut-être une nouvelle chance pour ces Vitality. Alors on va faire un bref récap des 2 journées de la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé bien dans les matchs? Alors en première journée de la semaine 6, c'était pas les matchs les plus intéressants, regardez, les plus importants, parce que généralement c'était censé être assez one-sided, mais on a eu des surprises, voilà, notamment UL qui prend une game à Splice. C'était la 6e semaine consécutive où Splice fait un partout alors qu'ils avaient un planning assez facile. S'ils continuent comme ça, ils seront en playoff. Oui, tout juste. C'est vrai. Tout juste, c'est vrai. G2 contre Rocade, G2 qui a activé la machine. Pareil pour Fnatic. Giants contre Vitality, Giants qui a très bien joué, Vitality toujours un peu en berne avec un Jizuke qui a du mal à s'exprimer. Et Schalke contre Misfit, un réveil peut-être de upset. C'était un beau match, effectivement, upset sur sa Tristana qui a marqué les esprits en proposant un match très propre, aucune erreur grossière. Il s'était d'ailleurs exprimé après la rencontre en interview en disant voilà, c'est plus le genre de match que je suis censé sortir, sinon forcément ça pose un problème. Si je suis un poids pour mon équipe, on gagnera beaucoup moins. Donc c'était une très belle rencontre de la part de Schalke, même si Misfits avait commencé en étant largement devant. Oui, c'est ça, sur ce match-là, Upset qui fait clairement valoir son pseudo, puisque c'est une game qui part jusqu'en 50 minutes de jeu, si je me souviens bien, avec un bon gros lead sur tout leur limit game de la part de Misfits, et il a fallu atteindre le very late pour la fameuse Tristana d'Upset se mettre en avant. Et le Zac de Pride aussi. Et le Zac de Pride, c'est vrai. Je trouve que ce match-là illustre bien à quel point en fait, est-ce que le ventre mou et le niveau européen peut tenir dans un mouchoir de poche lorsque tout le monde est bouillant. Du coup, la deuxième journée, c'était un peu la journée qu'on attendait parce qu'on avait 3 énormes matchs en fin de journée. Alors UOL qui continue sa bonne performance, et H2K aussi. C'est comme ça, on dit que là, on a des petites équipes en plus qui viennent mettre leur grain de sel dans le haut du tableau, et donc tu te fais bouffer des points par une équipe où, alors si par exemple H2K et UOL perdent tous leurs matchs cette semaine, c'est terminé. Il n'y a pas de play-off. Ouais. Donc c'est des équipes contre qui tu n'as pas envie de perdre parce que ce ne sont pas des concurrents directs, par contre ils bouffent des points. Splice qui continue ses semaines à 1-1. G2 contre Fnatic avec une bonne game, mais tout de même assez dominée par Fnatic du début à la fin. Et Misfits contre Vitality, toujours avec un Vitality assez absent. On a les images un peu de ce qui s'est passé sur G2 Fnatic, on va regarder ça tout de suite. Mais j'attendais pas Fnatic aussi solide. Ouais, alors après Fnatic, il faut quand même pas oublier qu'ils ont quand même assez largement perdu l'early et le mid-game. Le problème pour G2, c'est que 5000 gold d'avance, c'est bien, mais ça peut pas suffire pour gagner un match. Il faut prendre le Baron Nashor, et ça ne s'est pas passé pour eux. Ils ont eu beaucoup de difficultés à finir le match, et Fnatic avait clairement la draft pour le scaling. Sivir et un Victor avec l'arme de la DS en plus, ont vraiment une visée très late pour Caps, et ça a bien fonctionné pour les G2, pour les Fnatic, avec Caps qui déclarait justement après en interview, on a attendu le late game. Mais au début, alors Fnatic a des kills, mais G2 reprend rapidement la direction des opérations, selon moi. Et je pense que sur un BO5, ça tourne à l'avantage de G2. Après une game comme celle-là, alors c'est dur à dire sur une seule game, sur un seul BO, mais je pense que Fnatic compte énormément sur c'est moins vrai dans cette game, mais sur les exploits individuels ou sur des erreurs des adversaires. On voit G2 qui a une belle avance sur Fnatic, et on est à 25 minutes de jeu, donc c'est le bon moment pour G2 pour finir le match entre guillemets, ou pour complètement le tuer. Et il y a ce fight, ils sont en train de préparer le Baron Nashor. Fnatic défend bien, c'est pas hyper précis chez G2, et là c'est la fuite côté G2. Fnatic punit parfaitement. Et derrière, Baron Nashor, Dragon ancestral. On est à 37 minutes de jeu. Et pour G2, il n'y a plus moyen de gagner les teamfights en fait, face à des Fnatic qui ont attendu leur heure et qui ont très très bien joué le coup une fois que leur draft était devenu supérieur en termes de puissance brute. Ouais, c'était important effectivement d'avoir ce scanner de la part de Broxa, avoir la priorité dans la jungle, arriver à tenir un petit peu. Maintenant, sur le very late game, c'est le genre de composition d'équipe
ça peut marcher à condition que tu n'aies pas vraiment une phase de push qui soit si forte que ça. Chez G2, on a aussi des power spikes assez tard dans la partie. Alors, il y a Svarus on it, mais tu as un Ryze, on sait que Ryze a besoin de temps, il y a un GP, on sait que c'est un personnage qui a besoin de beaucoup de temps aussi, et tu joues aux forces, tu joues les mêmes forces avec l'avantage de Fnatic, c'est que Victor Sivir, s'il y a un compartiment de jeu dans lequel ces deux carrés se mettent en avant, c'est que c'est indélogeable en termes de wave clear en fait. Tu peux stall, tenir le late et avec le Vladimir de Soaz par-dessus en plus pour assurer la front lane, c'est trop. C'est des compos qui poussent à l'erreur en fait, qui poussent à prendre des risques pour essayer de push, et les erreurs ont été commises et ça punit les erreurs. Après, contre une équipe qui est un peu plus propre, qui va un peu plus vite, je pense que c'est quelque chose qui tient pas. Je pense que si on rejoue la game, je suis pas sûr que Fnatic la gagne. Tu vois, donc c'est pour ça que je dis sur un BO5, je suis d'accord. Toutes les cartes sont redistribuées. Et d'ailleurs, je dirais qu'ils même pas capable de faire autre chose. Mais typiquement sur cette game, je pense qu'en BO5, Fnatic y perd. Pour rester dans le sujet, je pense que la rencontre Fnatic contre Misfit qu'on va voir aujourd'hui peut être un bon test justement pour voir est-ce que côté Fnatic on va rester dans ce genre de plan de jeu dont tu parlais, à savoir on pousse l'adversaire à faire l'erreur, ou est-ce que justement on prend le taureau par les cornes et on essaie d'accélérer un petit peu plus tôt. Je pense que beaucoup de choses vont changer parce qu'à mon avis la méta va complètement switcher parce que on passe en 8.4. Donc énormément de changements et pour ça donc on a deux interviews, on a Jankos et Kobe qui sont mis un peu au micro de Bubu pour nous parler un peu de leur ressenti sur ce patch. On vous envoie ça tout de suite, mais les mid laners vont être à l'honneur, il y a beaucoup de choses. Laure en direct des LCS une fois de plus et cette fois-ci je suis avec Jankos. How are you feeling today? Hello, I'm feeling great so far. It's been 6 weeks with G2 already. How are you feeling within the team? Because you guys had a rough start, but now it seems to be way better. I think that we are improving daily, kind of week by week, and I think the fact that we focus on our mistakes helped us a lot. And I'm also very happy with the team since everyone is trying and no one is showing his ego, even Luka. He won probably like 4 LCS splits, but he's still like treating us as we are kind of equals. So I think it's going great. Yeah. And how is the synergy between the two of you? Because you're the first blocking and he's the king in the mid lane. You have to share the crown, right? Yeah, kind of. I remember one G2 video that we had like a throne for a king, and then we both wanted to sit on it. It was kind of funny. Yeah. Let's talk a bit more about the game because the next patch will be 8.4. Which is supposed to be kind of messy. As a jungler, how do you see it? How will it change the meta? I mean, I don't think it will change the meta in solo queue because I don't see any junglers running the Tracker's Knife in solo queue anyway. I think when it comes to competitive though, we might see a little bit more of a carry jungle picks since the early game I think will be more impactful, especially that they changed Elder Drake and Nashor so that both of the buffs are way more impactful. So the games are not 1 hour long, maybe they'll be like 50 minutes long, maybe the longest games, but I'm not sure so far. I think that tanks will be still useful since there is one new mastery that just makes them really strong, and then Aftershock is still really good. But we might see some Camille with Red Smile, Lee Sin with Red Smile, maybe even though people say it's dead, I don't think it's that dead. So yeah, it's kind of exciting. Is it something that will favor you especially, or maybe some teams? I heard that Vitality, for instance, and even Gilius might be favorized by this meta. I mean, I think that the teams will still be kind of similar, even though the patch changes and some junglers, maybe they are more comfortable in playing like carry jungles, but I don't think that it will impact the standings too much, at least the first couple of weeks. You know? Okay. I still think that people that know how to play the game will know how to play the game, just with different picks. Okay, well, team seems to have figured out the meta right now, so we'll see about that the next week. Is there anything you would like to say to the French fans watching you? Bonjour au gaming. Thank you very much, Jankos. Et on se retrouve plus tard. Bonjour à tous, ici Laure, à nouveau au LCS. Et aujourd'hui, je suis avec Kobe. Hi, how are you feeling? Hello. I'm not doing so good right now. Yeah, well, yeah. Even though you lost today, it's not bad. You guys seem to be really improving week after week. What are you guys working on to get better? I mean, the past few weeks, we've just been working on our play in general, especially early mid-game, since that has been kind of lackluster for us. So yeah, we just try to play the game properly, and I feel like I've seen a lot of improvement over the past few weeks, so I'm happy about that. And you seem to be like the main carry of the team. Isn't it like hard for you sometimes to know, like, not the whole team, but some weight relies heavily on your shoulders?
I mean, yeah, in most of our games, especially early in the season, it was basically up to me to carry the game with the late game team comps and the Caitlyn Cillian and stuff like this. So I do feel the pressure, but not necessarily as a bad kind of pressure. I think I'm fine with it at this point. So it just makes the game more fun. Well, that's good, and if it keeps motivating you, I mean, it's the best. One last question. Next week is going to be 8.4. Everybody's going crazy about this patch, so what are your thoughts about it? How do you think it will change the game? I mean, we just played on 8.3, and I haven't looked too much into the new patch, but I think there's obviously a lot of new mid lane changes with all the AP items. And for bot lane, I think there was a big Kalista nerf. And apart from that, I'm not sure how much there was change for bot lane, but I think the game will change a lot in general because it's a really big patch. So. And last thing, a lot of fans are really supporting Splyce because of your assistant coach. Is there something that you would like to say to the French fans watching you? I mean, I would like to say something in French, but I don't know French. But thank you for supporting us. And thanks to you for coming here today. Et on se parlera plus tard. De retour, alors on enchaînait les deux petites interviews. On aurait dû faire un break au milieu. Bon. Je pensais pas. Effectivement. 1, 2, 1, 2, voilà, je crois que mon micro n'était pas allumé. De retour après cette interview de Jankos. Bon, alors forcément, c'était les interviews qui dataient de la semaine dernière, hein, donc, qui ont été faites à Berlin. Donc je pense que, par exemple, Kobe n'avait pas encore énormément de visibilité sur le patch. Parce qu'il il était un peu blasé par sa défaite précédente. Mais bon, contre Yoel, du coup. Mais du côté de Jankos, bon, alors, il dit des choses assez banal de type bon, les équipes qui sont fortes resteront fortes. Au niveau de la jungle, donc on devrait voir plus de carry. Il croit au Lee Sin notamment, même si beaucoup de gens pensent que la disparition du couteau du pisteur lui fait mal. Bah, et j'en fais partie parce que du coup, clairement, tu n'as plus d'option sweeper avec Lee Sin. Si tu veux continuer à le jouer, tu dois garder le trinket à World Classic. Pour lui, en fait, c'est plus gênant parce que même en gardant le trinket à World Classic, tu peux pas te dire je vais beaucoup investir dans de la vision dans la jungle adverse. Parce que du coup, ça te fait quand même des wards en moins pour bouger. Franchement, la situation d'ici, elle est assez compliquée. Maintenant, franchement, il en sort un, il gagne avec. C'est gros respect de ma part. Hein, parce que voilà, c'est pas simple. C'est dur. Non, oui, c'est dur parce que bon, plus de wards. Le Pister, c'est un fait, mais il n'y a plus de sidestone non plus. Comme vous pouvez voir les Lee Sin à l'ancienne époque où bon, bah, tu investis 800 gold et tu as une vraie responsabilité au niveau de la prise de vision et tu as des wards en plus pour jouer de l'insec, etc. C'est vrai que ça peut être un peu dur. Après, tu fais Targon jungle et tu viens taxer ton temps sur une lane. Pourquoi pas, hein. Le dur quand même. T'imagines les contraintes en termes de passage sur les lanes, tu shares l'XP, etc. Enfin, ça fait beaucoup de choses. D'ailleurs, justement, on parlait un peu de tous ces changements. Regardons un peu les premiers changements vers les champions juste après, mais d'abord au niveau des objets AP. Parce qu'effectivement, des modifications d'objets déjà existants, des réintroductions d'objets ou même des créations d'objets, notamment la Trapsor, donc le Spellcatcher. Non, Spellbinder. Spellbinder, pardon. Toi, Gilles, c'est un objet que tu as pu un peu poncer. C'est quoi tes premiers retours comme ça à chaud? Bah, quand t'es sur franchement, quand t'as un peu d'AP, disons, le problème du Spellbinder, c'est que les stats dessus, alors elles sont cool, mais t'as pas de régénération de mana, de pool de mana, de points de vie, pas de pénétration magique, aucune pas de réduction de cooldown. Donc en fait, genre, ça peut pas du tout être un premier item. Enfin, je pense honnêtement, en premier item, je vois pas ce qui pourrait le justifier. Ou alors vous êtes tellement meilleur que les mecs avec qui vous jouez que vous marrez et voilà. Mais enfin, normalement, ça se joue pas en premier item. Par contre, honnêtement, je trouve qu'en troisième item. Quatrième item, franchement c'est sympa hein, sur des champions qui, si tu joues sur la maîtrise mobilité là dans l'arbre sorcellerie, non le célérité, ouais voilà exactement célérité. Si tu joues ça, le bonus que tu prends, t'arrives sur un mec, tu lui claques. Alors après, t'es pas obligé de le jouer au stack max, hein, puisque les stack max, ça demande quand même pas mal de charge, hein, en réalité. Oui, ça charge, mais pour arriver à 100, ça met un peu de temps. Mais moi, je trouve que le bonus, il est vraiment trop marrant à jouer. Honnêtement, en termes de MS, c'est monstrueux. Je pense que tu peux pas avoir plus en termes de mages. Genre les mages, là, ils ont un boost de MS comme ils n'en ont quasiment jamais eu dans leurs items, quoi. Oui, c'est vrai. À part si tu joues Rush Phasic.
Et tu peux même cumuler les deux. Tu peux cumuler les deux. Mais après, Et c'est un buff de MS et c'est un buff d'AP aussi, ça faut pas l'oublier. Hein. il y a le buff d'AP qui est assez sympa, effectivement. C'est-à-dire que si t'as un Rabadon, ça multiplie encore plus. Franchement, il est cool cet item, mais il peut pas être fait en premier pour moi. Alors, l'arrivée. L'orbe d'oubli, ça reste une arrivée, même si ça récupère C'est le donc, déguisement hanté. le toucher mortel. Et c'est plus ou moins le déguisement hanté. Ouais, sauf qu'après, ça se transforme en Morelonomicon. Et. Enfin. Oui, ça, c'est le déguisement hanté, effectivement. Mais la transformation après est très différente du déguisement hanté. Enfin, même le Morelonomicon, dans sa restructuration, est assez différent, puisqu'on n'a pas de. Comment ça s'appelle ? De mana en passif. Ouais, on n'a pas de réduction de CD. Non plus. Et donc voilà, donc il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir dans ces passings d'items. C'est un peu compliqué. Il y a un item par contre qui fait pas mal l'unanimité, c'est l'écho de Luden. Oui, l'écho Luden qui marche très bien. Bah, c'est peut-être le point le plus important en fait, je trouve, de ce patch. En tout cas, sur le côté item. Pour moi, c'est la tire. Item d'AP, c'est la problématique de la tenue de lane dont tu parlais, Chips. Donc avec la tiers, et bien. En fait, ça dépend des champions. Ouais. Il y a beaucoup de pros qui le disent aujourd'hui. Hein. Les champions à tiers sont extrêmement favorisés parce que c'est vrai que le nouvel archange est très très fort. Le nouveau Morello est peut-être l'item qui, d'après ce que j'ai entendu à droite et à gauche, d'après ce que j'ai constaté moi-même, est l'un des items les plus faibles puisqu'il est plus cher qu'avant, il donne moins d'AP. Alors, il y a la pénétration magique en plus, c'est un item vraiment qui est 100% offensif. Et bon, quand on voit les choix annexes type Attrapsor dont tu parlais, Chips, tout à l'heure, c'est vrai que le choix il est quand même compliqué pour avoir de l'hémorragie à 3000 gold quand tu sais que tu peux l'avoir pour 800 sur un DC ou 1100 pour un tank. Je suis pas convaincu de cet item là pour l'instant. Et je comprends. Après, le truc, c'est que c'est un des seuls items d'AP avec des points de vie, quoi. Le Riley aussi, qu'on a. Il y a le Riley d'AP, hein. Il prend y a plus le Riley, sur ce patch, effectivement, hein. qui pourrait devenir la grosse alternative. Bon, sinon, il y a toujours le séculaire qui est intéressant. Mais voilà, enfin. Ouais, c'est le Morelonomicon, effectivement, je trouve pas exceptionnel comme objet maintenant. Est-ce qu'il est complètement acheté ? Bah non, ça reste le seul avec un passif hémorragie pour les casters. Mais bon, ça devrait pas être un item hyper favorisé. Par contre, Luden, effectivement, t'as un passif de dégâts supplémentaires, de la mana, de la CDR, 20% de CDR, c'est assez fort et tout le monde crie notamment à la Talia OP avec cet item. La Talia et tous les mages roamers en général, d'ailleurs je pense que c'est vraiment ce qui est mis en avant avec la Trapsor, avec les ombres jumelles, avec ce nouvel écho de Luden et le nouveau chapitre perdu aussi. C'est beaucoup de CDR, beaucoup de move speed, pas forcément une grosse régénération de mana, mais un gros mana pool qui permet d'arriver, mettre une phase de burst sur la lane, on push fort, on décale et après on se met en avant avec, d'ailleurs pour se mettre en avant, la nouvelle recette du Rabadon, messieurs. Je sais pas ce que ça vous a fait, mais perso, la double baguette trop grosse, je pense que c'est le wet dream de plus d'un midlaner. C'est assez drôle, effectivement, quand tu te balades avec tes deux baguettes trop grosses. Mais moi, dans ce patch, moi, je pense que vraiment, au niveau des champions mid, enfin bon, après, je sais pas tout ce qui sera joué, mais. Cassio, Ryze. Ryze, c'est sûr, Cassio, Anivia. Talia. On a même revu de la Anivia, pourquoi pas ? Parce Anivia, que la moi, tire j'y est crois, vraiment. Enfin, l'archange est vraiment très puissant. T'as 20% de CDR quand tu finis ton stack de mana. C'est méga. Tous les champions qui avaient une tire, ils sont méga godlike, je pense. Cartus. Ouais. Pardon, Presque. j'étais obligé. Mais pourquoi pas ? C'est pas le pic le plus Galio, je pense, va rester un champion très apprécié de par sa capacité à teamfight et à décaler très facilement. Il y a quelques champions aussi qu'on pourrait ressortir, comme effectivement par exemple Echo, du roaming Echo avec du Spellbender. Il y a pas mal de choses à anticiper là-dessus. Les assassins AP avec les nouvelles ombres jumelles, donc tu parlais d'Echo, mais Fizz aussi peut avoir une niche qui est assez intéressante, puisque si on met en parallèle le changement qu'on a sur les items AP avec le fait qu'on ait beaucoup plus de summoners dans la saison 8, beaucoup plus de CDR sur les summoners en saison 8 par rapport à avant, tous les personnages TP dépendants et qui permettent justement de mettre beaucoup de rythme, de partir en 1-3-1, donc Echo, Fizz, etc. Diana aussi, pourquoi pas, pour être mis en avant. Franchement, moi je crois pas trop aux ombres jumelles sur les gros champions AP mid. Parce que pour moi, sur un champion comme Fizz par exemple, t'as trop besoin de ta proto et surtout de ton Lich Bane. En fait, t'as le choix, soit jouer ombre jumelle en mode gentil, soit Attrapsor si t'as vraiment envie de t'énerver. Je sais pas. Enfin, disons que ce qui était intéressant avant c'était tous les passifs de l'item support. Oui, c'est et vrai. on pouvait amener à ça. Maintenant, les ombres jumelles, je sais pas, je vois plus ça sur des supports un peu offensifs, un peu caster.
Mais peut-être qu'on aura d'autres exemples. Honnêtement, je pense que beaucoup de choses restent ouvertes en termes de possibilités sur ce patch. Et donc là, on a vu les items AP mid, mais c'est pas les changements dont on le plus parlé. Yankos notamment qui parlait pour son poste du changement du couteau du pisteur, qui ça est absolument massif. C'est-à-dire qu'au mid, il faut un peu retrouver comment s'itemisé. Ça donne la priorité à certains champions et tout. Mais bon, ça influe toujours sur le jeu. Mais disons que un impact directement comme ça au milieu de la saison sur la vision, avec un item de vision en moins, c'est tellement gros que ça risque de changer énormément de choses. Pas que dans les champions joués, mais vraiment dans le style des équipes. Il va y avoir des variations très importantes, je pense. Alors, une question que je me pose d'ailleurs vis-à-vis de ça, comment est-ce que vous positionnez là-dessus, messieurs, sur le fait que moins de vision égale plus d'agression ou moins d'agression? Je suis pas certain en fait. Ça dépendra beaucoup, ça dépendra des ligues, ça dépendra des équipes. À chaque fois, on se dit en fait, tel truc devrait mettre plus d'agression et finalement, on s'aperçoit qu'il y a l'effet inverse. C'est-à-dire que vu que tu n'as pas la vision, tu vas peut-être pas oser invade, tu vas peut-être pas oser décaler, tu vas peut-être pas oser gank. Alors, ça dépend des équipes et des équipes au contraire qui vont en abuser. Je pense que par exemple un Vitality va en abuser. Et dans ce cas-là, les match-ups sont hyper importants. Dans ce cas-là, les match-ups sont hyper importants. Mais par exemple, je pense que typiquement un G2 pourrait avoir, ou un Splice pourrait avoir absolument la politique inverse, qui est de, on prend des match-ups safe, des persos à escape, on verrouille la game, on scale et on laisse pas de place à l'aléatoire sur des zones invisibles. C'est Ouais, mais moi, en fait, je pense que c'est difficile si l'équipe adverse elle draft pour te détruire en lane. Parce qu'en fait, tu peux jouer passif, mais il y avait déjà des mecs qui jouaient passif sur la méta actuelle. Et au bout d'un moment, quand tu prends 30-40 CS, en fait, tu te fais juste démolir en mid-game si l'équipe en face joue bien. Donc, moi, je suis assez convaincu que ça devrait générer de l'agressivité en plus. Et les équipes qui joueront passivement seront 2 fois plus punies, en fait. Parce que je vois pas comment tu fais. Tu pouvais jouer passivement avant, mais avec de la vision et te dire ok machin. Si là une équipe qui joue hyper offensivement te pulvérise déjà en lane et en plus t'as pas vraiment de capacité de réaction. En fait tu te laisses faire quoi. Tu te laisses démolir. Donc je pense que ça va obliger les équipes à drafter beaucoup plus serré sur les lanes. Je pense que c'est au niveau des. Pour moi c'est toujours à peu près. On revient à l'époque CLGEU. Pour moi, c'est-à-dire que CLGEU qui jouait toujours un style de jeu ultra passif, ultra scaling, ultra wave clear. Mais en fait, tu peux pas trop maintenant à cause du Baron Nashor et du Dragon Ancestral. C'était arrivé toujours à faire ça et il y avait des équipes qui arrivaient pas, les équipes pas assez bonnes n'arrivaient pas à mettre assez de pression et à passer outre. Par contre, les équipes qui étaient assez bonnes les détruisaient complètement. Et en fait, je pense qu'on va peut-être revenir à un truc comme ça où plus t'es bon, plus tu vas jouer peut-être ce style agressif et va y avoir des équipes paliers qui vont bloquer les équipes plus faibles dans les montées du classement. Moi, je vois un peu ça comme un retour saison 3 dans ce style-là, saison 2, saison 3. Mais encore une fois, j'attends de voir. Alors, en enchaînant, parce qu'on n'a plus énormément de temps, regardons un peu les changements sur les champions. Oui. Il y a eu énormément de changements au niveau des champions. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Hein, donc, Darius, on est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est le grand vainqueur de ce patch. Je sais pas si c'est le grand vainqueur, mais bon, parce que ça reste. Ouais. On passe à 35% de pénétration d'armure sur le Z, je crois. En fait, je sais pas s'il sera. Ceci dit, il peut. Franchement, avec cette méta où il y aura peu de vision, tu prends un Darius et un autre top laner agressif. Tu peux exploser le mec en face assez facilement et gagner le match à partir de ça. Et encore une fois, comme je le disais, le truc c'est que tu peux viser le scaling, mais en fait ça comporte des risques monstrueux actuellement. Enfin, le Baron Nashor et le Dragon Ancestral vont être beaucoup plus déterminants encore, sans doute. Et du coup, en fait, attendre les 40 minutes de jeu avec ta Gathering Storm et te dire que tout va bien se passer, ce sera peut-être très très difficile à faire. Donc je pense que les équipes vont devoir prendre des décisions. Au niveau des pics, j'en sais rien, mais au niveau de la pression et de ce qu'elles veulent bien concéder, il faudra quand même qu'il y ait des choix qui soient faits, qui ne laissent pas trop de place à un snowball de l'adversaire, parce que sinon c'est dur de revenir. Voilà, si on regarde cette infographie, je trouve qu'elle est relativement claire. Hein. Le Poppy choix devrait être très intéressant du coup. La plupart des champions qui sont up ici, même la quasi-totalité, c'est des champions qui sont forts au niveau de la lane, en fait, qui sont forts pour mettre de la lane pressure, pour de l'early. Et la plupart des personnages qui sont nerfs, que ce soit Tristana, GP, Twitch, par exemple, c'est plutôt des personnages de late game. Enfin, je pense qu'on a vraiment. Kalista et Zoé, bien sûr, voilà, et Ornn. L'exception qui confirme la règle pour moi. Et je te rejoins sur ce que tu disais, Chip, sur le fait que les lanes vont être plus serrées.
Et Riot a envie de faire en sorte que voilà, les laners forts soient mis en avant. Et c'est pour ça que je disais que je pense que Darius est le grand vainqueur de ce... Enfin, s'il y a un grand vainqueur sur un patch pour le moment. Après, il faudra voir un petit peu, tu parlais de Poppy aussi, les tanks à des tops, Poppy, Sion, qui resteront probablement encore un peu à l'honneur. Poppy, c'est bien parce que c'est un champion qui est assez difficile à snowball en réalité, qui est toujours assez utile parce qu'elle est tanky très rapidement grâce à son passif. Tellement fort en lane en V1. Ouais, et c'est assez fort en 1v1 effectivement. Contre un champion comme Camille par exemple, on a pu constater que c'était un très bon contre. Volibear, tout le monde en parle beaucoup. Nul. En duel, en 1v1, c'est pas mal moi je trouve Volibear. Hein. Oui, les fameux Volitop. Ça éclate. Et en fait, le truc, c'est qu'il a un nouveau combo de dégâts qui est quand il te met son Q-spell et qui proc son E tout de suite. Ça te met des dégâts supplémentaires comme tu es dans les airs. Et du coup, franchement, 1v1, c'est fort. Le gros problème, c'est que c'est massivement kiteable, bien sûr. J'ai peur qu'on soit sur un espèce de scanner du pauvre avec beaucoup de guillemets. C'est oui, il y a du dégât, oui, c'est tanky. C'est un clear de jungle qui est loin d'être mauvais hein. Sur les gros camps. Il y a des dégâts en fonction des HP. Ouais, sur les gros camps. Le problème, c'est que les camps multiples. Voilà. Honnêtement, Volibear dans la jungle, le clear est un peu moyen. Alors c'est un des soucis du champion. Je pense que tu veux en lane stomper au top en fait. Ouais, pourquoi pas. Tu peux snowball honnêtement, et le truc de Volibear, c'est que si c'est devant, ça a trop de points de vie, ça a un passif qui fait que même si tu le ganks à 2, t'es pas sûr de prendre le kill. Donc ouais, tu peux peut-être jouer autour de ça. Maintenant, les équipes pros seront quand même très sensibles à son problème de kiting. Voilà, donc Volibear, est-ce que c'est fort? Ouais. Est-ce que c'est un must-pick pour des équipes LCS? Sans doute pas. Maintenant, il y a la possibilité de le voir. Je pense que c'est bien en solo queue quoi. Sachant que, tant qu'on y pense, alors là on parle des champions, on n'a pas parlé encore des changements sur les runes. Il y a une rune qui fait son apparition qui s'appelle la plaque d'os, qui synergise très bien justement avec des personnages comme Volibear, Poppy, etc. C'est peut-être la rune la plus forte aujourd'hui. C'est juste une mécanique en fait de renvoi de dégâts et de réduction des dégâts. C'est dans une optique de lane stomping, pourquoi pas. Moi j'avoue que je suis hyper curieux. Réduction des dégâts. Oui, réduction des dégâts, pardon, autant pour moi. Du coup, encore plus dur de punir des personnages comme ça. Et là, je pense à un joueur comme Soaz. Soaz là-dessus, pour moi, il peut faire des merveilles. Mais en fait, elle est trop bien, cette stone quelque chose là, Stonebone. Oui. Enfin, ouais, elle est beaucoup trop bien cette maîtrise, effectivement. Enfin, cette rune, parce que prendre c'est quand même les 3 prochaines sources de dégâts de ton adversaire qui sont réduites de 20 à. Je connais plus exactement la valeur en tête. Ouais. En tout cas, les valeurs sont super intéressantes. En early game, ça peut faire une grosse différence dans les trades. Et sachant que les tanks ont pas mal de dégâts déjà en début de partie, ce sera encore plus dur de les trade par moment. Alors justement, messieurs, on parlait de Soaz. On va regarder très rapidement le planning d'aujourd'hui et de demain. Donc on va commencer par un Rocat contre Giants, H2K UOL, Splice G2, Vitality Schalke et Missile Fnatic. On va faire le focus aujourd'hui de ce premier match sur le Misfit Fnatic, forcément, hein, parce que bon, avec un Fnatic premier et un Misfit toujours capable de faire tomber à peu près, forcément faire tomber n'importe quelle équipe. Ouais, Misfits qui est à la recherche de sa forme finale, celle où ils pourraient définitivement convertir leur early game en victoire convaincante. C'est un peu le problème de Misfits. On sent que l'équipe joue bien, que l'équipe a de grosses qualités, qui a un style de jeu qui est déterminé. Manque juste cette touche pour la finition qui est quand même très importante puisqu'elle leur aura coûté beaucoup de matchs dernièrement. Et la différence de statistiques, donc, on voit quand même qu'on a 2 équipes solides dans l'ensemble. Intéressant de voir que Fnatic a un peu plus de gold diff à 15 minutes, alors que Misfits est l'équipe qui joue peut-être le plus agressivement des deux. Pareil pour la première tour. Il y a le win rate après à prendre en ligne de compte aussi, bien entendu. Mais, mais la gold diff à 15... c'est vrai que c'est une stat qui est assez évocatrice. Je veux dire, si ton équipe est... Faudrait se repencher un peu sur les différences, sur les matchs de Fnatic et de Misfit, mais c'est vrai que c'est même étonnant de les voir, les Fnatic, un peu devant à 15 minutes. Après, Fnatic a une très très bonne lane, Fnatic. Je dirais, ouais, effectivement, ils ont un bon early game. En mid game, parfois, ça peut être plus difficile. Et donc, à la limite, c'est peut-être pas si surprenant que ça. Mais dans l'ensemble, on est sur 2 équipes avec un bon early game. Très très bon early game.
Ouais, puis je suis curieux de voir ce que Misfits va pouvoir donner une fois de plus sur ce patch sur lesquels les lanes sont censées être mises en avant. On en reparlait déjà tout à l'heure sur le Fnatic contre G2 où on était dans des playstyles très défensifs, très late game. Là, on va vraiment être sur un choc de deux manières de jouer qui sont quand même assez différentes. Enfin, ça dépend ce que veut faire Fnatic de son match, parce que Misfits, on sait à peu près ce qu'ils ont envie de faire. Oui, je vois pas Misfits jouer à Turtle. Hein, pour Fnatic, par contre, la question se pose un peu plus. Est-ce qu'on a encore envie de jouer le Turtle avec ses problèmes, notamment du dragon ancestral qui devient un objectif au bout de 2, c'est fini, hein, la game est pliée. Donc jouer le scaling peut-être très très risqué. Il faut voir, honnêtement, la qualité de Fnatic pour moi, c'est que c'est une équipe qui est justement assez intelligente, qui sait pas mal profiter des failles dans une méta. Qui a des joueurs, et justement on a choisi de mettre en avant le duel Hans Reckless aussi, qui a des joueurs qui ont une, alors pas pour tous, mais en tout cas qui comportent des joueurs avec de l'expérience et qui peuvent s'adapter. Enfin Reckless, Soaz, même Illisang, hein, ils sont passés par énormément de méta. On sait que Caps, ils sont capables de jouer extrêmement agressif, tout comme de jouer une compo très scaling. D'ailleurs, on s'est penché un petit peu sur les stats des ADC. Finalement, en faisant un peu le comparatif, on s'aperçoit tout de même que on est forcément dans le haut du tableau des ADC et avec un très bon contrôle de lane et peut-être avec beaucoup de ressources investies et sur Reckless et sur Hans. Ouais, mais des stats en faveur de Hans, hein, qui, bon, pour moi actuellement, est meilleur que Reckless. Mais ça suffit pas forcément à gagner pour gagner côté Misfits. Alors d'ailleurs un point important, c'est que le champion le plus joué de Hans sur cette saison, c'est le KOG, qui a été qui sur le 8.3 s'était quand même fait sacrément bien casser les genoux et qui est revenu un peu en dessous de sa valeur originale, si je me souviens bien. On fait une demi-marche arrière. 6% du coup au lieu de 7% au rang max. Ouais, c'est son barrage du Arcanic. Pour moi, c'est largement suffisant pour que Hans puisse repartir dessus. Peut-être que du coup, effectivement, il faut voir. Mais le problème, c'est que ces drafts-là, c'est plus des drafts qui scale. Est-ce que tu as envie de scale dans la méta actuelle? Justement, c'est plein de questions qu'on se pose. Sur une Xayah, sur une Sivir, je t'aurais rejoint, mais sur un KOG, tu as cette ambivalence où. Tu as Ginzu. Voilà, tu as cette Ginzu. Tu vas avoir un côté Tristana late et tu as un côté early mid game où tu restes un carry AD caster quand même. Hein. Tu restes un ADC qui est relativement tanky par rapport aux autres sur la lane. Il y a des choses à faire et je trouve que c'est un pick qui va bien à Misfits parce qu'il permet d'accélérer tôt dans la game comme ils aiment le faire et il permet aussi d'avoir une porte de sortie lorsqu'on arrive dans leur déboire, à savoir parfois une transition late game qui peut être un peu compliquée à mettre en place. Pour moi, le plus intéressant de cette infographie, en fait, c'est qu'on regarde et juste ce qui saute aux yeux, c'est que pour moins de gold, Ansama fait plus de dégâts. Je suis d'accord. Donc, il fait plus de choses tout court. Enfin, voilà, il fait plus de choses, mais dont les dégâts. Donc en fait, tu as moins d'investissement en ressources pour un meilleur résultat. Effectivement, tu disais l'AD carry est meilleur. Pour moi, c'est représenté. Mais Hans, il explose vraiment cette année. Hein, voilà. Et même si Misfits a pas les résultats à la hauteur des performances en early game de l'équipe, je dirais, et de leur ADC particulièrement Hans. Voilà, il y a un moment où Misfits, s'ils arrivent vraiment à trouver la bonne formule, je sais qu'il y a plein de gens qui sont critiques de 5Ux. Est-ce qu'il est aussi bon que PO? Je sais pas, pas forcément. Enfin, pas forcément, mais après, est-ce que Misfits a forcément besoin d'un mid laner aussi bon pour gagner ses matchs en early game, etc. Non, pas forcément. Honnêtement, ils ont besoin d'un mec qui est polyvalent et qui comprend bien comment joue l'équipe. Et c'est pas non plus une purge, hein, 5Ux. Je pense qu'il faut remettre les choses à leur place. Maintenant, le gros problème franchement, sur ce patch, je sais pas comment ça va se passer. Je pense que Misfits va continuer à jouer agressif. Maxlore va peut-être du coup encore plus sortir des jungler carry, pour notre plus grand plaisir. La vraie interrogation, c'est du côté de Fnatic. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je sais pas. C'est une équipe qui est maligne. C'est une équipe avec des joueurs très skillés. Misfits peut se faire du souci en réalité. Et ça, ce sera le dernier match de la journée. Deuxième focus, on va passer rapidement dessus malheureusement par manque de temps. C'était donc demain, demain pas du tout en fait, tout à l'heure, le match Splyce contre G2. Voilà, qui va se jouer. Bon. Oui. Voilà, le problème, ça va être dans les 15 premières minutes de jeu. C'est après les Splice arrivent enfin il y aura d'autres problèmes, mais les Splice ont plutôt un bon teamfight, ont plutôt une bonne macro, mais leur gros problème c'est vraiment des problèmes d'early game. On le voit au niveau des tours, au niveau du contrôle des dragons, au niveau des gold. Bref, c'est extrêmement laborieux contre des G2, ça y est, qui sont lancés. Oui, c'est un match difficile pour Splyce. Ce sera peut-être leur défaite de la semaine.
Mais voilà, comme tu l'as dit, hein, tout se joue au niveau de l'early game. Pour Splyce, on n'est toujours pas... Même si ça s'est amélioré quand même, je pense, récemment. Il y a eu un gros changement de patch. C'est une équipe... parfois, les joueurs, on a senti qu'ils avaient un peu du mal à se mettre exactement au goût du jour. Ça pouvait prendre un peu de temps. Donc contre G2, encore une fois, ce patch qui redistribue tellement de cartes, donc c'est super dur de faire des prédictions. Mais comme le disait Jankos dans l'interview qu'on a passée tout à l'heure, les équipes qui savent bien jouer au jeu et qui sont performantes actuellement devraient le rester. G2 l'est. Splyce, une game sur deux. Voilà, donc G2, on sait à peu près à quoi s'attendre. Alors au niveau des match-up, on a choisi de mettre en avant la jungle parce que ça va être très important. On a eu Jankos en interview, donc forcément qui disait qu'il s'attendait à avoir plus de jungler carry. On voit les poules de champions, on est Sejuani Isaac dans les deux main picks. On sait qu'il y a des quasi qui peuvent se perdre. Le Rengar, le fameux Rengar de Xerxes, qui sait peut-être pour un retour dans la fight de l'invocateur, avec un Xerxes qui pourrait justement pallier ces problèmes d'early game que peuvent rencontrer les Splyce. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Pour moi, Xerxes a réussi avec les honneurs en partie sa transition sur les jungle tank par rapport à ce qu'il faisait sur la saison précédente. Maintenant, là, il y a peut-être une opportunité à revenir dans une méta qui correspondrait un peu plus à son cœur de jeu. Alors là où ça va être dur, c'est que Jankos, l'agression, il est né dedans, quoi. Il est né dans un bain de sang. Il n'y a pas photo là-dessus. Alors maintenant, c'est la vieille école contre la jeune. Xerxes m'a convaincu quand je regardais cet après-midi les replays en accéléré des highlights de la semaine précédente. Je trouve vraiment que Xerxes a monté en puissance. C'était un joueur qui était vraiment aléatoire sur la saison précédente. C'est pas encore un modèle de régularité sur la saison précédente, pardon, autant pour moi. C'est pas un modèle de régularité encore, mais il y a clairement des arguments à voir. Et surtout, c'est un jungler qui a une intelligence de jeu assez unique. C'est un joueur qui sait mettre en place des pocket picks. Bon, on se souvient de son Ivern à la grande époque. Et pourquoi pas Ivern ? Parce que je pense que tu te fais éclater par un Rengar. Ouais, mais le plus chiant avec Ivern... Enfin, en fait, Ivern, c'est le truc du pick, c'est que souvent, tu finis même pas ton item de jungle avec. C'est vrai, c'est vrai. Et je pense que d'ailleurs, dans un switch aussi super fort... chiant avec ce pick, c'est qu'il arrive dans ta jungle, il tape un de tes camps, il repart tout de suite après. Alors, je dis pas que c'est OP, hein, genre, honnêtement, si je devais penser penser à un champion intéressant dans la jungle actuellement, je dirais pas forcément Ivern. Maintenant, franchement, c'est important. Un Ivern qu'on ne peut pas voir, c'est chiant parce qu'il arrive avec son niveau 6 avec Marguerite, il push une lane rapidement. Pourquoi pas. Tu peux aller prendre une tour. Bon, je sais pas si elle est bien moins débile qu'avant. On est loin de la Marguerite des premiers temps. Et on pouvait voir aussi entre les deux joueurs, il y avait une différence au niveau du score de vision et la disparition du couteau du pisteur. Oui, largement. Mais du coup, comme il y a moins de ward à poser, peut-être que ce sera moins un souci du côté de Xerxes. C'est Météos qui avait tweeté il va falloir que je me réhabitue. Ça fait 3 ans que je suis un ward bot pour mon équipe. Il va falloir que je me réhabitue peut-être à jouer un peu plus actif. Ouais. D'ailleurs, je sais pas, entre Red Smite et Blue Smite, à voir le Red, les matchs. moi, je trouve que le Red, il est vachement bien quand même, le fait de prendre des dégâts en moins de la part de la. Dégâts en plus, dégâts en moins. Ouais, voilà, c'est quand même assez fort. Maintenant, des champions qui peuvent avoir du mal à atteindre le corps à corps. Ouais, il faut voir des petites interactions. Je pensais, alors j'en avais parlé avec un ami sur Sejuani notamment. On voit la plupart des Sejuani se jouent Fleetfoot aujourd'hui pour faire en sorte que lorsque tu rentres ton Q-spell et ton fléau, tu aies la move speed adéquate pour arriver à rester au contact pour avoir trouvé ton proc. Avec un Blue Smite, tu pourrais te permettre de switcher de rune, partir sur l'aftershock. En fait, c'est là que c'est intéressant, c'est que ça permettrait de faire pop des nouveaux petits combos. Peut-être ça va se jouer sur des glitches, ça va jouer vraiment sur les détails. Je pense qu'effectivement le Red Smite sera à 80% plus fort, mais pourquoi pas, dans les cas de figure un peu alambiqués, revoir du Blue. Alors, beaucoup de changements, on aura le temps d'en reparler. Comme bien dans les 2 semaines précédentes, à la fin de la compétition, il y aura un post-show. Et comme chaque semaine, on répond à vos questions, on débat sur vos réponses pendant ce post-show. La question putaclic de la semaine, c'est l'année Fnatic ? Point d'interrogation. Vous pouvez répondre au hashtag OGLOL. On vous rappellera la question plusieurs fois, bien sûr. Et on prendra le temps d'y répondre dans ce post-show juste après la compétition. Sur ce, c'est fini pour le pré-show. On va se retrouver dans 10 petites minutes pour la 7e semaine d'LCS Europe. A tout de suite.